Nous avons beaucoup parlé aujourd'hui d'intelligence artificielle, de cloud, de données, de transformation numérique, mais derrière ces sujets technologiques, vous l'aurez compris, se cache une question plus fondamentale et c'est évidemment notre capacité collective à maîtriser notre avenir numérique. Pendant longtemps, la souveraineté a finalement été perçue comme une logique de protection. Il fallait protéger les données, protéger les infrastructures et les entreprises, mais aujourd'hui, on voit que cette logique, elle évolue. La souveraineté, elle devient un levier d'action aujourd'hui, un levier de résilience face aux crises, de compétitivité aussi dans la course mondiale à l'IA et un levier industriel qui fait émerger évidemment des acteurs européens capables d'innover à grande échelle. On va en discuter tout de suite avec nos invités. J'ai nommé Chana Leduc-Morin, chargée du cadre réglementaire du cloud et de la donnée à la Direction générale des entreprises. Sophie Battas, vice-présidente des affaires européennes chez Dassault Systèmes et présidente d'Estia, l'écosystème européen du cloud. Et Philippe Miltin, CEO d'Outscale, marque de Dassault Systèmes. Merci une fois de plus de les accueillir pour cette dernière table ronde. Bienvenue mesdames, prenez place. Merci Philippe de nous rejoindre. Alors, je vais peut-être me tourner vers vous, Chana, d'abord, puisque le Cloud et l'IA Development Act, le fameux CADA, qui cherche à cadrer un certain nombre de questions autour de la résilience, mais aussi autour de la souveraineté, vient d'être publié il y a seulement quelques jours de cela, donc c'est tout frais. La France et la DGE ont tous deux participé donc, aux discussions européennes sur ce sujet. Voilà, qu'est-ce qu'il faut en retenir concrètement? Est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a des manquements? Merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'en effet, on a vu arriver ce texte qu'on attendait depuis de nombreux mois, qui a été publié le 3 juin dans le cadre du paquet souveraineté numérique. Je pense que c'est d'abord un texte dont l'ambition est à saluer, parce que c'est un texte qui va vraiment soutenir le développement et le déploiement de solutions de cloud et d'IA de pointe, dans une logique vraiment de renforcer la souveraineté et la compétitivité de l'Union européenne. Pour faire très simple, parce que je ne vais pas revenir sur toutes les dispositions qu'il y a dans le CADA, ça serait, je pense, un peu trop long, mais si on peut revenir sur quelques mesures, je dirais un peu phares, c'est qu'il y a vraiment des mesures de soutien à la R&D en matière de cloud et d'IA, des mesures pour simplifier et harmoniser le cadre européen pour faciliter justement le déploiement de centres de données sur le territoire avec cet objectif de tripler les capacités de calcul de l'Union européenne d'ici 5 à 7 ans. Et enfin, pour renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne, on a pu voir être introduit un cadre européen de souveraineté du cloud qui est très intéressant puisqu'il établit en fait 4 niveaux de souveraineté pour le cloud, mais aussi une obligation pour les États membres de réaliser des évaluations de risque pour certaines activités du secteur public qui doivent recourir à des services cloud, notamment en prenant en compte certains facteurs, la sensibilité et la criticité des données, les risques liés à l'application de lois extraterritoriales non européennes, mais aussi des risques liés à la disruption de services. Aujourd'hui, on est sur un texte qui est publié, c'est un projet, c'est encourageant, parce qu'on voit que la Commission a pris en compte des préoccupations que la France n'a eu de cesse de porter au niveau européen, notamment en ce qui concerne les risques liés à l'application de lois extraterritoriales non européennes. Et vraiment, ce cadre européen de souveraineté du cloud est très encourageant parce qu'il permet, c'est un cadre qui va permettre d'identifier qui sont les acteurs en capacité des services à même de répondre aux besoins des administrations, mais aussi derrière des entreprises. Après, on est sur un texte, un projet qui nécessite encore des éclaircissements, des ajustements, mais c'est une bonne base de travail et en tout cas on entend peser à 100% dans les négociations pour que ça réponde aux enjeux qu'on doit se fixer. Alors Sophie, je le disais, vous êtes présidente de l'Estia, c'est donc un consortium de cloud européens qui se battent pour un cloud véritablement souverain. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer de quel constat est née cette alliance et aussi comment cet écosystème a réagi au CADA? Oui, bonjour à tous. Effectivement, Estia est né dans le cadre de notre soutien à l'EUCS I+. Il y avait, je ne vais pas refaire l'histoire, vous savez bien que les discussions sur la construction d'un schéma de certification de cybersécurité qui s'établirait au niveau européen a commencé il y a de longues années et la France avait introduit des critères qu'on retrouve dans Secnum Cloud 3.2 de souveraineté, dite souveraineté, et qui avait une résonance particulière auprès des industriels français. Malheureusement, effectivement, la France s'est aussi parfois retrouvée isolée à un moment donné sur ce sujet et il est devenu absolument crucial au niveau européen
de démontrer que les inquiétudes portées par la France, que vous décrivez très bien, et que l'idée de la souveraineté n'était pas qu'une question française, qu'elle s'étendait bien au-delà. Et ces dernières années, depuis les discussions sur le UCS, effectivement, l'Europe a vu fleurir un certain nombre d'offres souveraines. Maintenant, pour sortir finalement un petit peu de cette impasse qu'était le UCS dans un cadre spécifique qui est le CESA, il a fallu énormément de moyens, énormément de communication et donc avec plusieurs acteurs européens, je pense à Airbus qui a toujours été extrêmement alerte sur le sujet, à Schwarz Group qui est un acteur récent sur le marché, E1, Evroc, Soprasteria, Team en Italie, Open Nebula, enfin, voilà, un grand nombre d'entreprises. Nous avons été extrêmement actifs sur ce sujet pour faire part de nos inquiétudes, démontrer que nous étions capables d'atteindre l'objectif de souveraineté et de résilience sur le marché pour les autorités publiques et aussi pour les clients privés. Et donc ces derniers mois, nous avons à la fois décidé de formaliser une alliance qui est Estia, que nous avons lancée en novembre, et effectivement de multiplier les actions. Donc on a fait énormément de tables rondes, de rencontres avec les politiques, au Parlement européen avec la Commission pour porter ce message. Et donc aujourd'hui, le CADA est sur la table. On en est plutôt satisfait parce qu'il tient en compte effectivement nos recommandations sur ces 4 niveaux, dont le plus haut tout de même vise une résilience totale sur la chaîne d'approvisionnement logiciel. Donc c'est quand même un grand achievement pour nous, et aussi qu'il utilise l'instrument, il propose l'utilisation de la commande publique comme levier de croissance pour nos entreprises. Alors justement, vous parlez de commandes publiques. Lors de Choose France, il y a seulement quelques jours, Emmanuel Macron a évoqué justement le sujet de la préférence européenne dans le numérique. C'est un sujet qui est sur la table déjà depuis longtemps. Concrètement, comment est-ce qu'elle est envisagée aujourd'hui ? La préférence européenne, en fait, dans le numérique, c'est un sujet aujourd'hui qui est prioritaire pour la France. Peut-être pour vous expliquer pourquoi, c'est que quand on regarde le marché, la majorité des entreprises numériques européennes compte un peu moins de 250 salariés. Donc même si c'est un moteur d'innovation, certaines peinent quand même à passer à échelle. Et aujourd'hui, en fait, on doit vraiment prendre, notamment au niveau européen, des positions fortes pour soutenir nos entreprises, pour les consolider et justement pour leur permettre ce passage à échelle. Parce que en fait, on ne peut pas avoir un continent européen qui soit un terreau d'innovation si demain on n'a pas de champion industriel européen. Et donc pour répondre à cet enjeu, c'est vrai que la commande publique, c'est un levier essentiel en ce qu'elle permet de structurer la demande. Justement, en donnant de la visibilité à des acteurs européens, elle favorise précisément l'émergence de ces champions industriels et technologiques dont on a besoin. C'est pour ça qu'on trouve que le CADA est très encourageant et que c'est une base de travail très intéressante sur laquelle il faudra capitaliser parce qu'au-delà même de soutenir un écosystème d'entreprises européennes, c'est une mesure qui encourage la réalisation d'investissements par des entreprises non européennes sur le territoire européen et donc qui profite demain à l'écosystème local. Donc, comme vous avez peut-être pu le voir ou peut-être pas, la France a lancé également avec l'Allemagne une consultation auprès du secteur privé pour justement contribuer à ce travail de définition de quels sont les critères qu'on doit prendre pour quantifier ce qu'est la création de valeur sur le territoire européen. Les retours justement du secteur privé viendront vraiment nourrir les réflexions qu'on porte avec nos homologues allemands et notamment dans ce qu'on pourra porter au niveau européen par la suite. Merci beaucoup. Alors, on parlait justement d'investissement, d'innovation. C'est un des points un peu épineux, on va dire, en Europe. Les États-Unis, eux, ont réussi à vraiment faire émerger des acteurs du cloud et de l'IA grâce à des investissements colossaux. En Europe, on parle encore de ce problème de saupoudrage, ou en tout cas ce problème de risque de dispersion des moyens. Et vous dites, Philippe, que vraiment l'essentiel, ça va être la priorité, ça va être de pouvoir sélectionner justement quelques champions en Europe du cloud et de l'IA et de vraiment les mettre en avant. Vous avez dit 6, 8 champions. Expliquez-nous.
Absolument. Alors, moi déjà, je salue le fait que l'Europe commence à prendre conscience du sujet. Je salue les initiatives du CADA, d'Hestia, parce que c'est des choses maintenant importantes. Je rappelle quand même une chose, c'est que si la France est aussi en avance, c'est que nous avons notre souveraineté de la défense et souveraineté énergétique, ce qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir avoir cette souveraineté numérique de façon totalement libérée, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des autres pays européens. Maintenant, il se trouve que les autres pays européens viennent de comprendre le sujet. Le couple franco-allemand est absolument essentiel. Le moteur de l'Europe vient du couple franco-allemand. Et ce qui est fait aujourd'hui avec le CADA, ce qui est fait avec la DGE pour pouvoir faire en sorte que à la fois les entreprises privées et les entreprises publiques puissent se développer, que Schwarz Digit est là, que T-System est là, qu'il y a des éléments extrêmement prépondérant pour montrer que maintenant cette Europe commence à exister est évidente. Maintenant, le vrai sujet, c'est comment faire en sorte que l'Europe choisisse des champions sur lesquels, effectivement, il y ait un investissement réel et sérieux qui soit mis sur la table. Pour rappel, les États-Unis, il y a quelques mois, quelques années, mais je pense que c'est moins de 3 ans, ont mis 8 milliards de dollars sur la table, qu'ils ont divisé de façon extrêmement égale avec des petites sociétés en développement, AWS, Azure, Google et Oracle, 2 milliards chacun pour pouvoir le développer. Dans le même temps, en Europe, on avait quelques centaines de millions qui étaient divisés en 48 avec toutes les contraintes nécessaires. Donc, évidemment, pour pouvoir développer ces champions compliqués, et donc il est évident qu'il faut avoir des champions avec un critère, c'est que l'interopérabilité, la réversibilité, le choix des clients en Europe doit se faire pour pouvoir être en capacité de scaler et de se développer. Alors Sophie, où est-ce que l'Europe finalement dispose-t-elle d'atouts solides et sur quel sujet, à votre avis, doit-elle encore accélérer ? Lors de nos discussions donc au sein d'Hestia sur les critères de souveraineté qu'il faudrait que le CADA retienne, il est apparu clairement que nous soyons français, allemands, italiens, suédois, nous partagions tous la même ambition de faire revenir la valeur en Europe pour l'Europe. Voilà. Notre Europe produit d'incroyables talents qualifiés, elle finance de nombreuses entreprises innovantes, des start-up qui cependant ne restent pas nécessairement sous contrôle européen. Ça, c'est tout de même un souci. Et, mais nous avons donc à la fois les talents, la capacité d'investir et un immense marché. En revanche, effectivement, il demeure un grand nombre d'obstacles. Un marché qui est quand même fragmenté. Alors, oui, mais je dirais, personnellement, je n'y mettrai pas la raison là, mais voilà, je pense qu'on a développé un problème au niveau de la disponibilité de certains équipements, mais on l'a vu précédemment avec Bull, et voilà, il va y avoir une réindustrialisation sur pas mal de plans. D'ailleurs, le Tech Sovereignty Package, dont fait partie le CADA, adresse la question des semi-conducteurs, des serveurs, du continuum infrastructure cloud IA, et l'investissement à venir dans le cadre du fonds de compétitivité sur ce continuum va être massif. Donc, ça reste de la recherche et innovation, mais elle est quand même cruciale pour nous aujourd'hui à faire. Maintenant, effectivement, on aura l'investissement public. Non. Mais donc, les obstacles, à la fois réindustrialiser, être capable de faire, tant au niveau du hardware qu'au niveau applicatif. Aujourd'hui, voilà, sur le cloud, on a tout de même de dépendance sur des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles en Europe. Mais heureusement, ou malheureusement, enfin je ne sais pas, le monde change et aujourd'hui, voilà, il est temps de réinvestir dans nos capacités et c'est en tout cas l'objectif que s'est donné la France, l'Europe, à travers ce package, et ça, je pense que c'est très encourageant. Alors nous arrivons presque à la fin de cette table ronde, mais c'est vrai que quand on parle de l'Europe, on parle souvent de cette Europe à 27. Vous avez parlé du couple franco-allemand qui peut-être redevient un petit peu plus fort qu'il n'a pu l'être dans les dernières années. Comment, à votre avis, est-ce qu'on peut mieux faire travailler les industriels, les fournisseurs cloud, les pouvoirs publics aussi et les utilisateurs pour construire une véritable alternative européenne ? Qu'est-ce qui manque encore pour pouvoir essayer de fédérer cette Europe et on parlait du marché intérieur européen, le rendre plus robuste et pour pouvoir concurrencer tout simplement un marché comme les États-Unis.
C'est une question très large et la réponse n'est pas forcément évidente. En effet, on pourrait itérer dessus. Je pense que c'est jamais évident de travailler à 27, de coordonner les industriels, les fournisseurs de cloud, les pouvoirs publics, les utilisateurs, parce que c'est vraiment tout un package. C'est autant un défi de coordination que de volonté politique derrière. Et sans vouloir être une grande sagesse, je pense qu'il y a quand même 3 éléments essentiels. Déjà, c'est de savoir de quoi on parle, quels sont les moyens qu'on met derrière, qu'est-ce qu'on entend par alternative européenne. Donc ça suppose de la discussion, ça suppose donc en deuxième point de travailler ensemble, quand bien même, en effet, on peut voir qu'au niveau européen, on n'a pas forcément les mêmes intérêts stratégiques parce qu'on a des structurations de marché qui sont extrêmement différentes. Pour autant, il y a aussi une prise de conscience qui nous unit, et cette prise de conscience, c'est aujourd'hui, notamment avec le développement du cloud et de l'IA, il y a un sujet sur comment on continue d'innover pour être compétitif, tout en protégeant nos données les plus sensibles, nos actifs et nos infrastructures, et plus globalement, notre souveraineté numérique. Donc sur ça, c'est un beau projet, et on a de la chance d'avoir des partenaires européens avec qui on travaille main dans la main, au premier rang desquels l'Allemagne, comme vous avez pu le voir dans la continuité du sommet franco-allemand. On travaille main dans la main avec l'Allemagne sur la question de la préférence européenne, comme j'ai pu vous l'indiquer juste avant, mais aussi pour promouvoir ce cadre européen de confiance où on sera en capacité de pallier les risques, l'intégralité des risques, notamment liés à l'application de lois extraterritoriales. Et je pense sincèrement que le couple franco-allemand peut être moteur dans cette dynamique, à condition qu'on embarque l'ensemble de l'écosystème, mais aussi qu'on puisse appuyer sur des acteurs industriels engagés. Et vraiment, je tiens à vous remercier autour de la table et aussi dans la salle, parce qu'aujourd'hui, on a de la chance quand même en France d'avoir un écosystème industriel engagé au quotidien. Et donc, merci beaucoup pour ça. Eh bien, merci également, mesdames. Merci à vous. Merci, Philippe. Philippe, je vais vous laisser le soin d'introduire notre prochaine invitée, Florence Hu-Aubigny, qui nous fait l'honneur de sa présence. Mesdames, merci infiniment.